Donc l'éthique m'anime et c'est bien naturellement qu'un jour, eh bien, dans une école d'ingénieurs, on m'a demandé d'intervenir auprès des étudiants pour les amener non pas à avoir de la connaissance autour de l'éthique, mais bien les amener à penser éthique. Et on verra tout à l'heure, quand j'aurai l'occasion de parler un petit peu plus de l'éthique, comment il est question de penser éthique pour un agir éthique. Voilà ce qui concerne ma présentation. Alors je passe la parole à quelqu'un de scientifique. Bonsoir, donc Clémentine Didier, je suis maître de conférence à l'ENIS depuis 3 ans maintenant. Un parcours assez court puisque j'ai eu mon doctorat en 2013 et c'est à ce moment-là que j'ai été initiée à l'expérimentation humaine à travers des tests très variés, en parlant de pièces anatomiques simples, de corps entiers, donc des tests sur des personnes qui ont fait don de leur corps à la science. Et ensuite, on est passé sur des personnes comme vous et moi, volontaires, et puis saines, et puis ensuite des personnes volontaires, mais éventuellement avec une pathologie spécifique qu'on cherche à étudier. Donc je vais vous laisser la parole, comme ça on va commencer par le volet plutôt éthique, et j'enchaînerai sur la partie scientifique et plutôt technique de l'expérimentation humaine et de ce qu'on entend par expérimentation humaine. Alors, comme je ne l'ai pas précisé, je ne suis ni philosophe, ni éthicienne. Donc, c'est bien à partir de ce qui m'anime, de ce que j'ai pu transmettre aux étudiants, que je vais essayer de vous parler de l'éthique et de la croiser avec l'expérience, enfin l'expérimentation humaine. Alors, peut-être en préambule, faut-il préciser que l'expérimentation humaine ne s'adresse pas qu'à la médecine. Même si, effectivement, lorsqu'on parle d'expérimentation humaine, ça sous-entend souvent l'expérimentation scientifique qui sous-entend à son tour expérience sur l'être humain pour la recherche autour de la santé et de la maladie. Mais l'expérimentation humaine s'adresse à plein de domaines, et en particulier la sociologie, la psychologie, l'ethnologie, autant de domaines où on va retrouver de l'expérimentation humaine. Mais quel que soit le domaine, il est toujours question de mettre l'homme, enfin de prendre l'homme comme objet. L'homme va donc être utilisé. Et parce qu'il est utilisé, il va être question d'éthique. Et il va être question d'éthique pour mettre des limites. Les limites du pouvoir de l'homme sur l'homme. Force est de constater quand même que dans notre société aujourd'hui, l'éthique est parfois malmenée. On peut regretter des textes parfois un peu trop vagues, parfois une non-application des règles, des lois. Et ça, on peut véritablement le regretter, tant sur le plan national que sur le plan international. De la même façon, on a pu aussi constater des dérives et malheureusement des scandales. Encore aujourd'hui, et c'est pas si loin dans notre histoire, certaines expérimentations sur l'être humain sont loin d'être réalisées avec le code de l'éthique. Et pourtant, ces codes, ces règlements, ces lois, ces chartes, elles existent. Alors tout simplement, un peu d'histoire. Il a fallu quand même attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour voir apparaître le premier code de l'éthique. Parce qu'avant, il y avait de l'expérimentation humaine, mais on se préoccupait pas tellement de l'éthique. Et c'est avec le procès de Nuremberg en 1946-47 que finalement a été rédigé le premier code d'éthique, code dit de Nuremberg, qui a été composé de 10 principes. Ce code, il a été révisé assez rapidement en 1948 avec les accords de Genève, puis après avec Helsinki où on a vu à nouveau une déclaration autour de l'éthique. Il faut savoir qu'entre 1947 jusqu'en 2000, il y a eu 326 remaniements de ce code éthique. Donc il existe des codes, il existe des règlements. Et encore une fois, on peut déplorer parfois une non-observance de tous ces règlements. Alors, parfois ce manque de rigueur, ces scandales, eh bien, malgré tout cela, je crois que tous nous sommes persuadés que l'expérimentation humaine a toute sa place pour faire évoluer la science et par là même pour sauver des vies.
Donc ce discours autour de l'éthique, comme ce soir, en le croisant à l'expérimentation humaine, trouve toute sa place parce que justement, on va pouvoir le confronter à la morale et à l'éthique. Mais qu'en est-il de la morale et de l'éthique? Est-ce la même chose? Est-ce différent? Éthique, c'est ethos en grec, et ça signifie mœurs. La morale, c'est mores en latin, et c'est aussi, la signification, c'est aussi les mœurs. Donc même origine, ressemblance, mais cependant différence. Alors aux étudiants, j'ai l'habitude de dire que ce sont deux sœurs jumelles. Deux sœurs jumelles qui ont la même origine, qui se ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait pareilles. Et pour continuer sur la métaphore, mais ce sont deux sœurs jumelles qui appartiennent à une grande famille. Et les plus anciens dans cette famille, c'est la philosophie. Parce que les premiers qui ont considéré l'éthique comme une discipline philosophique, ce sont Socrate, Platon, Aristote. Donc, une grande famille où on va retrouver aussi le droit. Le droit qui, avec l'autorisé, le défendu, n'est pas sans rappeler le juste, qui est une valeur essentielle de l'éthique. Et puis bien sûr la médecine, avec son code de déontologie, et puis le serment d'Hippocrate. Hippocrate qui, le premier, a parlé des essais, pour dire que les essais étaient dangereux et que l'expérimentation était faillible. Mais il a dit aussi que soigner, c'était d'abord ne pas nuire, ce qui était quand même très, très important. Donc cette famille élargie, pour nos deux sœurs jumelles, vous l'avez compris, elle est assez grande. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de la morale et de l'éthique? Aujourd'hui, les courants de pensée sont également différents autour de ces deux concepts. Par exemple, Luc Ferry, ancien ministre, considère qu'il n'y a pas de différence entre l'éthique et la morale. André Comte-Sponville, qui est un philosophe assez médiatique, pour lui, il y en a. Et j'ai envie de dire, sa définition est assez plaisante, parce qu'il décrit la morale comme quelque chose qui commande. Effectivement, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. La morale, elle est normative et elle est impérative. Et finalement, c'est un ensemble de concepts, de principes, qui sont là pour nous aider à dire ce qui est bon ou pas bon, juste ou pas, acceptable ou pas. L'éthique, quant à elle, est beaucoup plus souple. Et finalement, elle va être beaucoup plus porteuse, beaucoup plus vendable. Si ce soir, par exemple, on vous avait dit, tiens, on va parler d'expérimentation humaine, et puis on va croiser ça avec la morale, je ne suis pas sûre que la soirée aurait été aussi attractive. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'on croise avec l'éthique, ça sous-entend une pensée, ça sous-entend qu'on va mener une réflexion. Du coup, ça va nous rendre acteurs. Et puis, ça veut dire qu'on va élargir. En ce sens, l'éthique est plus souple et elle va permettre une discussion beaucoup plus large que la morale qui, elle, est quand même plus drastique et plus rigoureuse. Et peut-être que l'éthique, finalement, se rapproche de la définition que donnait Aristote du bien en disant que le bien, c'est ce vers quoi tend tout être. On pourrait dire, finalement, que l'éthique est une tendance pour aller vers le bien, le juste, l'acceptable. Nous allons donc parler d'éthique et on va parler de l'agir éthique. Alors cet agir éthique, on va le trouver dans un certain nombre de domaines. On a déjà vu la médecine, on a parlé un peu du droit. On va le retrouver dans des domaines qui nous concernent tous. Le monde du travail, avec le management. Le monde des finances, le monde du commerce. Le monde des sciences, en particulier ce soir. Le monde de l'environnement, avec le développement durable. Avec toutes les inquiétudes autour de l'écologie. Le monde du social, le monde de la culture. Peut-on rire de tout? Le monde de l'information, du journalisme. Que dire de cette course effrénée pour être les premiers à communiquer sur un événement? Le souci des droits de l'homme, la sécurité, la liberté, la lutte contre les incivilités, la méfiance envers les avancées techniques, technologiques et la méfiance par rapport à l'expérimentation humaine. Cette notion d'agir va trouver donc une place de choix dans l'expérimentation, parce qu'il va être question de conflits d'éthique, de dilemmes moraux, de comités, de chartes, de règlements, de codes, de lois, et bien évidemment du comité consultatif national d'éthique.
que j'ai oublié de vous parler tout à l'heure quand je vous ai cité les différents codes qui avaient été élaborés. Le dernier, 1983, revu en 2004, le Comité consultatif d'éthique nationale. Parce qu'il faut dire quand même qu'avant, on ne se souciait pas trop de l'éthique et que cet agir éthique était loin d'être encadré. Donc ça, au XIXe siècle, il valait mieux pas être ni pauvre, ni condamné, ni mourant, ni insensé, comme il disait, placé dans une institution. Parce que là, vous aviez droit à une expérimentation sans votre consentement. Ça a un peu changé. Alors, un agir éthique, ça sous-entend, je suis dans les temps, un agir éthique, ça sous-entend une pensée éthique. Une pensée éthique. Comment on fait pour penser éthique? De la même façon qu'on pense philosophie, qu'on pense économie, qu'on pense finance, qu'on pense sens. Il faut avoir la connaissance, mais il faut aussi savoir peut-être répondre à certaines questions. Et c'est en répondant à des questions que finalement on peut arriver à construire sa pensée. Alors j'ai une proposition à vous faire. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le triangle de l'éthique. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler, mais ce triangle de l'éthique, finalement, est une façon de répondre à des questions de façon à être dans un agir éthique. Alors quand on a une décision à prendre, quand on a un positionnement, quand on doit se déterminer sur une façon de faire, quand on a un choix difficile, eh bien on peut se poser les 3 questions suivantes. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je veux faire? Les 3 questions du triangle de l'éthique. Effectivement, quand on se pose ces 3 questions, ça aide à construire sa pensée. Et pour être dans une pensée éthique, eh bien on peut se poser ces 3 questions. C'est une des pistes. Il y en a d'autres. Je sens qu'il y aura des questions là-dessus. Du coup, j'ai perdu le fil. Alors, merci. La science vient à mon secours. Oui, alors tout simplement aussi pour dire que ces questions-là, autour du triangle de l'éthique, elles se complètent complètement avec l'expérimentation, à savoir le consentement éclairé, comment faire pour que ce consentement soit bien recueilli, de façon à ce que l'anonymat soit garanti, et puis bien sûr à limiter la prise de risque pour ceux qui acceptent d'être dans les essais. Pour terminer, une définition de Paul Ricoeur, un psychosociologue bien connu puisque notre président a été un de ses collaborateurs. L'éthique, c'est avoir le souci de soi, d'autrui et de la société. Avoir le souci de soi, ça peut paraître un peu égocentrique, et pourtant, il faut commencer par soi. Pour respecter les autres, il faut d'abord se respecter. Pour être loyal avec les autres, il faut d'abord être loyal avec soi-même. Donc, avoir le souci de soi, d'autrui, on pense, c'est pas très joli le mot, au cobaye humain, mais les personnes qui acceptent d'être dans les essais, et puis la société. Nécessité donc d'une grande vigilance, afin qu'au nom de l'avancement de la science, on n'oublie pas quand même de prendre soin de ceux qui participent aux essais. Et puis comment ne pas terminer en citant celui que vous connaissez tous, qui était un écrivain, philosophe, médecin de la Renaissance, Rabelais. Et je crois que vous allez pouvoir m'accompagner pour le citer. Science sans conscience. Merci. Merci. Je vais rebondir sur le début de votre intervention, où vous disiez qu'effectivement, l'expérimentation humaine, c'est pas que la médecine. On a forcément l'image de la médecine, des gens avec les tests sur les médicaments, sur les nouveaux traitements, etc. Mais l'expérimentation humaine, c'est pas que ça. C'est sur des vivants, mais pas que des vivants non plus. Donc il y a différentes échelles, on va dire. Il y a les tests sur... Je vais commencer par le plus dégoûtant tant que vous n'avez pas encore trop faim. Les expérimentations sur cadavres. Il faut savoir que, effectivement, tous nos médecins qui s'entraînent quand ils sont en école de médecine s'entraînent sur des cadavres. Jusque-là, ça choque personne parce qu'on se dit on n'a pas envie qu'un chirurgien fasse sa première opération sur nous. Donc c'est bien qu'il teste avant, qu'il voit comment on opère, comment s'est fait un corps humain, avant de le voir sur nous.
Mais il n'y a pas que, finalement, qui ont accès à des cadavres. Toute personne qui fait une demande, alors toute personne, tout scientifique qui fait une demande auprès du comité, justement, national d'éthique, qui fait un dossier bien complet, bien justifié, pour avoir accès, justement, à des dons de corps à la science, peut avoir accès et ensuite faire des tests. Les personnes qui donnent leur corps à la science, voilà, c'est un choix. Elles refusent derrière toute cérémonie religieuse en présence du corps. Il y a des obligations derrière, hein, c'est très réglementé. Et pour les personnes, nous scientifiques, qui allons tester les corps, mais aussi les personnes, voilà, il faut qu'elles donnent un consentement éclairé de leur corps. Il faut savoir que nous scientifiques, on n'a pas accès au dossier médical, on ne sait pas de quoi la personne est décédée. Voilà, c'est vraiment très réglementé. Après, par contre, le corps, on va être honnête, on en fait ce qu'on en veut. C'est-à-dire que chacun fait son marché. Un congrès de neurologues, ils ont besoin de 50 têtes pour tester les nouveaux implants, les nouvelles choses comme ça. Et ben, ils vont commander 50 têtes au laboratoire d'anatomie. Voilà. Il faut dire ce qui est. Un laboratoire qui travaille sur des implants chirurgicaux, ils disent, bah, nous, on travaille sur tels implants, donc on a plutôt besoin que de la jambe. Si c'est pas possible, bah, donnez-nous le corps, mais bon, ça nous embête, comment on va le stocker? Et bah, ils récupèrent que ce qu'ils veulent. Par contre, là encore, on a des obligations. Dans les 2 ans, on est tenu de rendre la majorité du corps, puisque le laboratoire d'anatomie s'est engagé à rendre, dans sa grande majorité, le corps de la personne qui a fait don de son corps. Mais voilà, il faut savoir que si un jour vous décidez de donner votre corps à la science, il peut être éparpillé, il peut servir pour des aspects médicaux, pour des aspects d'entraînement, de nouveaux tests de dispositifs médicaux. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur des personnes qui avaient donné leur corps à la science dans le cadre d'essais biomécaniques. Donc bio, l'aspect corps humain, et mécanique, bah, c'est... Voilà, je ne sais pas réparer une voiture, je ne sais pas réparer un corps humain, je ne suis pas chirurgien. Mais l'idée, c'était d'essayer de comprendre ce qui se passait au niveau du corps humain, en particulier lors des accidents de voiture. Il faut savoir qu'actuellement, bah, les mannequins qu'on utilise, ils ne sont pas représentatifs de ce qui se passe réellement. Ils n'ont pas tous les organes. Ce serait trop complexe et trop cher. Donc, bah, soit on utilise des corps et puis bah, c'est les crash tests. Hein, on balance des corps dans des voitures et on regarde ce qui se passe. Nous, on était vraiment à une échelle un petit peu inférieure. On essayait de comprendre vraiment comment les organes se déplaçaient dans le corps. Donc, on ne faisait pas des chocs très importants, mais ça voulait dire instrumenter la personne, parce que bah, quand on meurt, il y a des décompositions d'organes, il y a de l'air, ce qui peut poser des problèmes plutôt techniques pour pouvoir imager l'intérieur du corps humain. Donc voilà. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans la salle, de s'équiper comme un chirurgien, hein, de mettre une charlotte, de changer ses vêtements, mettre une charlotte, un tablier, une blouse, et puis bah, ensuite d'instrumenter vraiment le corps pour qu'il puisse être positionné dans la meilleure des configurations. Parce que même si on utilise des corps, des personnes qui ont donné leur corps à la science, bah, il ne faut pas oublier que ça reste des personnes. Personnellement, la première chose que je faisais quand je rentrais dans la pièce, c'était cacher le visage de la personne. Sinon, bah, j'en rêvais la nuit et je visualisais la personne dans l'essai. Et on se dit, ah bah oui, mais cette personne-là, elle avait peut-être des petits-enfants. Donc voilà, il y a un aspect où on n'oublie pas non plus que bah, c'est des humains. Hein. On ne peut pas oublier que c'est des humains qui sont là et qu'on travaille justement sur des humains. Donc, ce n'est pas que pour la médecine, c'est aussi pour aider à protéger, nous protéger dans des cadres spécifiques, là, l'accident de voiture. On est tenu donc de faire tout un tas de demandes, d'argumentations pour avoir des corps, pour des corps morts. Imaginez pour des corps vivants. Il y a 2 parties. Il y a les personnes saines, donc qui n'ont pas de maladie déclarée en tout cas. Et puis après, il y a des personnes qui ont des pathologies spécifiques et justement, c'est ça qu'on cherche à étudier. Donc là, c'est un retour au comité d'éthique où il faut faire une demande argumentée,
justifier de qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que ça va être nocif pour la personne? Comment on compte le faire? Combien de temps va durer l'essai? Est-ce que la personne doit revenir? Et puis ces personnes, elles sont rémunérées en dédommagement, en fonction de la durée, de la difficulté aussi de l'essai. Comme pour un test médicamenteux, finalement on peut faire venir une personne, la faire conduire une voiture. C'est une expérimentation humaine. Il n'y a rien d'invasif, on pose juste des questions à la personne après lui avoir fait conduire la voiture, mais il faut un accord et il faut que la personne soit rémunérée. Un accord de la personne, un accord du comité éthique, et généralement, on ne se contente pas de ça. On a des comités éthiques en interne, et ensuite, une fois que ça a été validé, ça passe au comité éthique national qui nous redescend l'autorisation ou non. Derrière, en tant que scientifique, bien sûr, ce qui est important, c'est de publier. Il faut qu'on prouve à l'intégralité de la communauté scientifique qu'on a fait ça, que ça a marché et quels sont les résultats. Là encore, on n'a pas le droit de publier si on n'a pas le numéro du CPP, donc du comité de protection des personnes, et on nous le demande même à l'international. Donc c'est pas que quelque chose de français. On nous demande de dire qu'on respecte les accords d'Helsinki pour dire que voilà, on les a lus. On fait signer un papier, un consentement éclairé, on explique à la personne, c'est complètement anonyme, que la personne, si elle se sent pas bien, on arrête tout de suite l'essai, c'est pas une obligation d'aller jusqu'au bout. Bon, forcément, ce qui n'est pas le cas sur les cadavres, on leur demande pas leur avis, une fois qu'ils ont donné leur corps à la science, il n'y a plus d'autorisation, il n'y a plus rien. Mais voilà, sur les personnes vivantes, que ce soit des personnes saines ou avec une pathologie, il y a tout ce processus-là, et même pour publier, derrière, on nous demande de justifier. Après, il y a effectivement la complexité des personnes qui ont une pathologie, où on veut tester l'amélioration, par exemple, d'un implant. Et bien là encore, ils rentrent dans une étude inclusive, ils sont rémunérés, mais on leur demande leur accord, et surtout, s'il y a besoin, on arrête à n'importe quel moment l'expérimentation. Vous parliez des tests qui avaient été faits avant les premiers codes de l'éthique. Nous, en tant que scientifiques, c'est quelque chose auquel on se refuse. Il y a de nombreuses études qui permettraient une avancée d'un point de vue scientifique uniquement, qui ont été développées par les nazis. Donc vous imaginez bien dans quelles conditions. Tous les scientifiques se refusent d'utiliser ces tests-là, parce que justement, au niveau éthique, ils suivent aucune règle. Les personnes n'ont pas donné leur consentement, ça pouvait être des personnes aliénées. Juste parce que la couleur de peau plaisait pas aux nazis, et hop, tiens, on va te prendre, on va regarder ce que ça donne si on fait telle et telle expérimentation. Donc, il y a vraiment, ils ont fait des tests qui sont très complets, très difficiles. Nous, on ne pourrait pas les reproduire parce que justement, ça pourrait être à la limite de la dangerosité pour les volontaires, mais on se refuse de les utiliser. Après, en tant que scientifique, surtout dans le cadre de la biomécanique et la protection des chocs automobiles, se pose une grande question des enfants. Parce que là, on parle de consentement éclairé, ça n'existe pas sur les enfants. On a beau dire, les parents, ils peuvent donner leur consentement. C'est pas si simple que ça. Effectivement, la loi est suffisamment large pour que ce soit soumis à interprétation. Et donc, tout le monde se refuse de faire des tests sur enfants, tout type d'enfants, c'est-à-dire moins de 18 ans. Donc même les ados, on n'a pas le droit, on se refuse parce qu'ils ne peuvent pas donner leur consentement. Et dans ce cadre-là, les parents n'ont pas autorité non plus à donner leur consentement. Donc imaginez les personnes qui veulent développer des nouveaux sièges auto, par exemple, pour les enfants, et qui disent « oui, mais on voudrait voir ce que ça donne », mais on n'a pas le droit. Au même titre que les dons de corps à la science ne sont pas autorisés sur les enfants. Alors, c'est pas qu'ils ne sont pas autorisés. Une famille pourrait donner son corps le corps de son enfant à la science. En étant maman, quand j'étais étudiante, ça me choquait pas plus que ça. Maintenant, en étant maman, je me dis effectivement, mon enfant qui décède, on me rend les cendres 2 ans plus tard. Déjà un déchirement d'avoir son enfant qui décède. Si 2 ans plus tard, on recommence... Voilà, c'est quelque chose qui est assez lourd. Et puis finalement, les personnes qui testent, c'est des humains.
Et on se met aussi à la place, et personne ne veut, ou très peu de personnes ne veulent travailler sur des enfants. Mais d'un point de vue scientifique, ça pose quand même des problèmes en disant on a vraiment un vide, on veut protéger nos enfants, on veut améliorer leur devenir, et pourtant on se refuse de faire ces tests-là. Donc voilà, le champ plutôt large de l'expérimentation humaine. Après, de mon point de vue scientifique, bien sûr, il y a des tests qui sont beaucoup moins invasifs. Juste une échographie, par exemple, au même titre que vous regardez votre bébé, on vient regarder comment le muscle se contracte. On peut se dire qu'effectivement, là, l'expérimentation humaine, pourquoi faire un protocole? Pourquoi il n'y a pas grand-chose? On ne sait jamais qui le fait, on ne sait jamais dans quelles conditions. Il faut vérifier que l'appareil respecte des normes européennes. Généralement, on nous demande à ce que l'appareil soit CE, tout simplement pour protéger l'usager. Au même titre que les médecins, pour en avoir parlé avec certains médecins qui déposent des CPP, ils disent des fois on se fait retoquer parce qu'on veut faire des analyses supplémentaires sur des urines, par exemple. Les gens donnent leurs urines et on veut prélever une partie de leurs urines pour voir si, malgré ce qu'ils nous disent, ils n'ont pas fumé du cannabis ou autre chose. Le CPP dit non, vous ne pouvez pas faire ça sans l'autorisation, sans le consentement de la personne. Ils disent oui, mais si on leur dit qu'on va tester, ils vont nous dire la vérité. Alors que si justement on le teste à leur insu, on peut vérifier s'ils nous ont dit la vérité ou non. Oui, mais pour des raisons d'éthique. Vous ne pouvez pas. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Des fois, la limite est vraiment ténue, surtout quand on se dit il n'y a pas de risque. Finalement, les urines, elles sont déjà prélevées. Il n'y a pas de risque pour la personne. Mais voilà, heureusement aussi qu'on a des codes. Voilà. Bien, merci. Merci à vous deux. Alors, je vais donner la parole à la salle, comme d'habitude. Je voudrais faire une petite remarque avant de donner la parole aux autres, puisque j'ai le micro, donc je vais user de cette qualité-là. Je voudrais dire que d'habitude, avec une formation scientifique, quand j'écoute les scientifiques, je trouve que ça coule de source, et quand j'écoute les littéraires ou les philosophes, ça me pose des fois beaucoup de problèmes. Et pour une fois, c'est l'inverse. J'ai trouvé que la relation à l'éthique allait de soi, était magnifiquement éposée, mais était très sécuritaire, très, très cool. On se sentait bien avec cet exposé. Et puis l'exposé scientifique, mécanique, tout de suite, ça m'a mis des images délicates et difficiles à vivre. Donc je voulais vous en faire part. Je voulais faire une remarque aussi sur l'exposé éthique. Vous avez cité la morale et l'éthique. Vous n'avez pas parlé de religion, là, parce que quand on parle de Luc Ferry et Comte Sponville, un qui est croyant, l'autre qui n'est pas croyant, l'un trouve que l'éthique et la religion et la morale, c'est la même chose, l'autre non. Il y a sûrement un lien entre les deux. Enfin, bon, je ne veux pas, à travers les exposés, mais bon, c'est une question que je laisse en suspens, qui est quand même importante, quelle que soit la religion. La question, à mon avis, a de l'importance dans la vie de tous les jours et dans les sujets qui nous préoccupent. Voilà. Qui veut poser la première question, Gauti? Oui, bonsoir. Je voudrais réagir au fait que, pour des raisons éthiques, on n'utilise pas les résultats des nazis, alors que ça a été fait. Donc on ne peut pas y revenir. Et quelque part, on peut le prendre dans un autre sens. Par hommage aux victimes, on pourrait se dire que, justement, parce qu'on ne le fera plus, j'espère, ou qu'on ne veut plus le faire, on pourrait utiliser les résultats parce que ils ont été faits. Et là, je me pose la question, on l'a posé comme raison éthique, mais est-ce que ça a un sens ?
Alors, on ne les utilise pas par raison éthique. Il y a aussi une autre raison partielle, c'est que on n'est pas sûr des résultats obtenus. C'est-à-dire qu'ils donnent le nom des gens, etc., mais on n'a pas les informations complètes. Donc il y a des choses qui pourraient nous manquer et qui sont pas, du coup, qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on ne sait pas exactement dans quelle catégorie les rentrer. Est-ce que c'était... Alors l'âge, on les a, mais au niveau du poids, par exemple. Quel poids c'était ? Et là, il y a forcément une influence. On se dit bien que quelqu'un qui est obèse n'agit pas de la même manière que... voilà. Mais après, effectivement, on s'interdit pour des... Alors, peut-être que l'éthique, effectivement, a bon dos de dire non, on ne les utilise pas. Moi, je découvre donc, avec votre discours, qu'effectivement, on n'a pas repris ce qui avait été fait. Et c'est vrai que comme ça, quand on l'entend, on se dit, ben oui. Puis quand on entend ce que tu viens de dire, ben, effectivement, pourquoi, par rapport à ceux qui les ont subis, finalement, effectivement, ça se discute. Mais l'information qui vient d'être dite maintenant, à savoir qu'on n'a pas tous les paramètres, pour le coup, ont-ils eu vraiment une valeur scientifique ? Mais c'est vrai qu'en termes d'éthique, ça peut se poser dans les deux sens. Hein. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et qu'est-ce que je veux faire ? Oui, bonsoir. L'échange intéressant, parce que par rapport à la question que Gaouti a posée, dans son interrogation, il a introduit une nuance. C'est le fait que peut-être ça ne pourrait ne pas revenir. Mais la première chose à ne pas oublier, c'est que les nazis, c'est d'abord des humains. Et donc c'est nous. C'est pas un corps étranger venu d'autre part, c'est bien une création qui est humaine. Et donc ça peut tout à fait revenir. Et en fait, je pense, moi, que par exemple, réutiliser ces résultats, en fait, ça peut sous-entendre à pousser un scientifique à transgresser l'éthique pour la puissance du résultat. Et finalement, le temps fera qu'on oubliera toutes ces transgressions pour valoriser son résultat. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec le scientifique, je crois que c'est en Chine, et les clonages humains, où finalement la balance, elle est un petit peu... dans la presse scientifique, il est complètement détruit, mais finalement, dans la presse généraliste, on ne comprend pas bien le point de vue des journalistes s'ils sont en train de dénoncer ce scientifique qui a complètement enfreint toutes les règles éthiques, où finalement, on est bien content parce qu'on a réussi quelque chose qui en soi, même scientifiquement, n'était pas forcément un grand exploit. Donc je pense que de ce point de là, c'est vraiment dangereux de réutiliser ce type de résultat. Au-delà des conditions, et puis la deuxième remarque que je voulais faire, c'est effectivement, vous posez en fait la question de la confiance dans les résultats. Et ça, c'est une question, en fait, elle se pose partout, parce que quand on lit les publications, on n'a jamais accès à toute la donnée. Et en fait, on est empris par le doute quand on est un scientifique. Et il faut trouver un juste milieu. Et donc, pour tout ça, et c'est une question qu'on doit se poser tous les jours, je pense, quelle confiance on accorde à tel résultat ? Ça vient de la crédibilité du chercheur, qui des fois peut être une bonne ou une mauvaise chose, parce qu'on est reconnu... on peut peut-être publier plus facilement parce qu'on n'aura pas le même regard critique sur nos travaux, mais en même temps, ça soulève pas mal de choses. Je pense qu'il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est personnalité ou âge qui rentre en jeu. J'en reviens un petit peu à la remarque du début. Je suis plutôt jeune. Effectivement, ça a été, alors peut-être pas un traumatisme, mais le premier essai sur cadavre, c'est un peu particulier, on va dire. Surtout quand on se retrouve avec des chirurgiens. Là, j'étais avec un chirurgien orthopédiste qui a l'habitude de faire ça tous les jours. Et dans le labo, justement, il y avait plusieurs chirurgiens qui participaient aux essais. Et il y en a même un qui a fait un truc sans faire de comité éthique, juste en disant non, mais je fais des petits tests comme ça, vous inquiétez pas. Qu'il a
pas publié parce qu'il n'avait pas déposé justement d'accord. Mais concrètement, ce qu'il a fait, il a fait ingérer des capteurs gastriques. Donc les gens avaient les fils qui sortaient par la bouche et il leur a fait faire l'équivalent d'un crash test. Mais lui, il voit pire au bloc. Donc il dit mais je vois pas le problème. C'était des gens volontaires, c'était mes internes en chirurgie. Je leur ai demandé de faire ça, hop, sur le banc d'essai. Il y en avait pour 10 minutes. Et nous, par contre, ça nous a choqués. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire de culture, d'habitude, d'âge, mais il n'y avait pas que moi, du haut de mes 23 ans, que ça choquait. Des chercheurs expérimentés qui étaient là, qui avaient plus de 50 ans, ça les choquait aussi. De pouvoir faire ces tests-là sur des personnes. Donc, c'est un peu comme le clonage des deux jumelles, là. Je pense que ça dépend aussi des barrières qu'on se met. Ben, moi, j'aurais pas voulu être dans cette expérience-là. Dans la mesure où c'est pas encadré, forcément que ça met mal à l'aise. C'est forcé. Dans un autre registre, moi, j'ai été le témoin de quelqu'un qui, pour moi, n'avait pas d'éthique. C'était aux assises. J'ai été jurée d'assises. Et il y a un avocat qui a passé des SMS pendant la plaidoirie de ses confrères. J'ai estimé ça pas du tout éthique. Pour le coup. Donc, dans un autre registre, on peut être le témoin de comportements qui peuvent nous déranger, et je crois que c'est bien que ça nous dérange. Parce qu'osons dire que nous avons de l'éthique. Aujourd'hui, parfois, on a un peu du mal à réaffirmer qu'on est loyal, qu'on est respectueux, qu'on est responsable, qu'on n'aime pas les choses injustes. Puis, c'est pas être dans un monde de Walt Disney, c'est être une personne qui est dans l'agir éthique, tout simplement. Et c'est pas être non plus dans la morale. C'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai parlé de Comte Sponsville, j'ai oublié peut-être de dire que quand il parle de l'éthique, il dit qu'elle recommande, pour faire la nuance avec la morale qui, elle, commande. Bonsoir. Est-ce que tous les pays ont adhéré aux chartes d'éthique ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que nous, en tant que scientifiques, quand on nous demande de publier, on nous demande de souscrire, en tout cas, aux accords d'Helsinki. À l'échelle mondiale, même les Américains doivent justifier, et d'un numéro de protocole équivalent. Alors, c'est vrai que souvent, c'est les Américains, les pays européens qui publient là-dessus. Oui, parce que je me demandais si un pays n'a pas adhéré à la charte et qu'il fasse des expériences, n'est-ce pas, est-ce que les autres scientifiques ne s'en serviraient pas? Voilà, c'est tout. Pour être honnête, quand je lis un article scientifique, je lis pas la première partie de l'introduction, justement qui donne ce numéro-là et ces informations-là. Donc, je ne sais pas si tout le monde fait pareil. Généralement, on va à l'essentiel, à ce qui nous intéresse dans l'article, soit les résultats, soit le protocole, éventuellement tout. Mais on lit certaines parties en diagonale, et donc effectivement il y a sûrement des choses qui nous échappent, et on cite sûrement des gens qui n'ont pas adhéré, ou même des gens qui s'appuient sur un protocole, enfin sur un numéro, mais ça ne correspond pas forcément aux essais qu'ils ont fait derrière. Parce que des fois on a une autorisation pour 2 ans, on a fait nos expérimentations, ça a duré 1 an et demi, on se dit « Oh, j'ai encore 6 mois, allez je vais faire autre chose qui n'était pas dans le protocole, mais j'ai 6 mois donc je peux jouer sur les 6 mois là ». Et ça, on ne va pas le vérifier. Nous, derrière, c'est sur la confiance, on va dire. Puisque je peux prendre la parole, j'ai posé une question sur, comme j'ai réagi tout à l'heure sur le triangle de l'éthique, j'ai pas tout compris, l'explication, ou alors j'ai mal entendu. J'ai du mal entendre, et je me suis dit, est-ce que ce triangle-là ne serait pas aussi une règle de vie pour tout humain normalement constitué, et quel rapport entre une règle de vie de base et l'éthique elle-même?
Ben, je crois que l'éthique, effectivement, là, on l'a ciblée sur l'expérimentation humaine, mais l'éthique, elle fait partie de tous nos actes, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Effectivement, voilà, elle est en transverse de tout. Lorsque je demande aux étudiants de me dire où est-ce qu'ils ont envie de trouver de l'éthique, où est-ce qu'on en trouve, où est-ce qu'on n'en trouve pas, à la fin, on se rend compte qu'elle doit être de partout, on devrait la trouver de partout, elle est en transverse et elle est incontournable. Voilà. Quant au triangle de l'éthique, effectivement, ce sont 3 questions qui peuvent permettre de construire sa pensée. Quand on est dans un dilemme, qu'il faut prendre une décision, je pense à un truc parce que je l'ai vécu, je l'ai accompagné, un DRH dans une entreprise qui doit choisir entre 2 salariés dont il est satisfait parce qu'il faut faire une réduction d'effectifs. Bon, ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je veux faire, quoi. Ça peut aider à construire sa pensée. Parce qu'on est un peu démunis quand même quand il faut se positionner et se dire mais qu'est-ce que je dois faire, effectivement, quel est le bon agir éthique dans ce cas-là. Alors peut-être qu'en se posant ces 3 questions, ça peut permettre de construire sa pensée. Mais c'est vrai que l'éthique, elle doit nous animer tout le temps. Et c'est pas un sacerdoce. Ça doit nous animer parce que ça doit faire partie de nous-mêmes. Et encore une fois, moi j'ose le dire, osons l'éthique. Osons le dire. Je suis désolé de reprendre la parole. Est-ce que le Comité national d'éthique siège en permanence et traite des problèmes régulièrement, ou est-ce que c'est seulement dans les grandes questions il y a de temps en temps, les gouvernements sortent des grandes questions et puis ils vont demander au Comité national. Mais comment ça marche? C'est un peu façon Cour suprême ou c'est un peu façon ils travaillent régulièrement? Alors, de ce que j'ai pu en comprendre, le Comité consultatif national d'éthique, c'est d'abord une 40aine de personnes qui viennent du monde scientifique, mais aussi du monde philosophique, et pour le coup des confessions religieuses aussi, de façon à croiser les métiers, les personnalités, les approches, les ressentis, enfin voilà, pour avoir quelque chose d'interdisciplinaire, voire de transdisciplinaire, de façon à vraiment croiser devant les questions, les avis et les opinions. C'est le président de la République qui choisit le président de ce comité. Beaucoup des membres sont choisis par le président. Ils sont saisis par le président ou par les présidents des assemblées. Il peut aussi s'auto-saisir. Voilà. Mais je peux imaginer quand même que c'est autour de questions qui comptent. Et c'est peut-être pas à tout bout de champ qu'on saisit le comité consultatif national. Mais là, j'ai pas la réponse par contre. En fait, ça va dépendre de quel type d'expérimentation on veut faire et on va saisir différentes parties, enfin différents groupes du comité justement national d'éthique. Si on fait des essais sur des médicaments, ça va être une partie plutôt spécifique médicaments. Si c'est des essais à des fins thérapeutiques ou médicales, ce sera un autre, etc. Il y a des comités régionaux qui font déjà une présélection dans les dossiers en disant bon bah ok, celui-là on peut le faire remonter pour avis, celui-là non, on le retoque tout de suite, il faut qu'ils revoient leur copie et ensuite il passera effectivement le comité national. Le comité national, il se réunit en tout cas pour donner les numéros typiquement d'autorisation, c'est tous les 3 mois, 3 à 4 mois, donc on connaît les dates à l'avance. Ce qui veut dire que le dossier, faut qu'il soit bien préparé en amont, qu'il passe souvent les comités internes, que ce soit des laboratoires de recherche, des hôpitaux, ensuite régional et après seulement le national. Bon, j'en ai profité pour expérimenter sur la bière avant de passer à d'autres expérimentations. Bon, des questions? Moi, ce n'est pas une question, c'est un partage, c'est un témoignage. Je suis orthophoniste et je travaille avec des sourds qui sont implantés. Et je vous avoue qu'on a souvent des questions troublantes. Les implants ont été inventés. Des familles font le choix d'implanter leur enfant. Et dans la population de personnes sourdes, moi j'ai pu entendre des personnes sourdes dire « Oui, maintenant,
la surdité risque de disparaître, un peuple risque de disparaître, et aller jusqu'à utiliser le terme de génocide. C'est qu'un témoignage, ça ne reflète rien de tout le questionnement qu'on peut avoir. Quand j'ai commencé à travailler avec les personnes sourdes, les enfants sourds, il y a une vingtaine d'années, on implantait les enfants à 12 ans et on disait « non, non, ceci ne se fait pas comme ça n'apportera pas tel résultat ». Et pour autant, maintenant, on implante les enfants de plus en plus tôt. Moi, je vois que des enfants implantés très tôt vont réussir à développer un langage tout à fait identique à celui d'un enfant entendant. Mais pour autant, je vois aussi je vois des familles qui ont fait ce choix, des jeunes qui s'épanouissent. Et je rencontre aussi d'autres jeunes qui ont été implantés d'un côté quand ils avaient 2 ans. On leur propose un autre implant à 12 ans. On leur a demandé leur avis. Mais n'empêche qu'ils sont capables de dire oui pour faire plaisir à leur famille. Et vivre ce deuxième implant comme une intrusion, comme un traumatisme. Donc je vous fais part de tout ce brainstorming, de tout ce qui se passe dans notre tête. Certains de mes collègues me disent « mais vous vous rendez compte de ce que vous faites vivre en implantant ?» Mais moi je dis « oui, bien sûr ». Et en même temps, je vois des enfants à qui on demande « c'est quoi pour toi l'audition ?»« Ah, ben c'est quand je vais passer mon audition de piano. » Et je me dis « ah oui, il y a 10 ans, j'aurais jamais imaginé qu'une personne sourde profonde me dirait ça. » Voilà. Alors, la science avance, et c'est pas pareil de faire un implant pour le genou, de faire un implant qui va toucher des personnes qui se sont construites, qui ont, pour certaines, une culture liée à ça. Et, voilà. Et là, l'éthique, c'est le respect de choix de chaque famille. Mais n'empêche que régulièrement, question. C'est question, et le mot qui vient, c'est respect. Et même entre collègues, même si tu n'es pas d'accord, le choix ne t'appartient pas, c'est le respect de ceux qui ont le choix. Voilà. C'est à la fois, on côtoie quelque chose qui apporte quelque chose de merveilleux, la rencontre avec le monde sonore, avec le langage, et en même temps, c'est aussi d'autres choses qui se sont développées d'une manière extrêmement belle, une autre langue, une autre manière d'être. Et ben, voilà. Je trouve que là, l'éthique navigue avec. C'est difficile. Voilà. Je voulais partager ça. Merci pour ce témoignage, parce qu'alors vraiment, pour le coup, il est émouvant. Et c'est vrai que ça amène cette question de la limite, effectivement, hein, le bienfait de la science qui vient à la limite du confort. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais j'avais jamais imaginé effectivement que ça puisse se poser en ces termes. Et ça ramène le consentement effectivement éclairé, mais d'un enfant qui ne peut pas donner son consentement. Donc c'est l'adulte qui va prendre cette décision pour lui. Donc ça amène 2 niveaux dans votre témoignage. Écoutez, en tout cas, moi, il m'a ému votre témoignage, parce que je n'avais jamais mesuré ça. Et effectivement, de la même façon à quelqu'un qu'on rendrait la vue peut-être, et qui dirait mais finalement laissez-moi dans ma nuit, quoi. Ça peut... Je crois que c'est essentiellement le domaine de la communication et du langage. Il n'y a pas d'autre handicap ou d'autres différences qui a amené à construire une autre langue, qui a amené à construire un autre mode de vie, qui a amené à se considérer comme tout à fait normal, mais simplement différent. Alors, bien sûr, avec une jambe en moins, on va se sentir peut-être normal ou différent, mais on n'a pas construit une communauté de personnes unijambistes. Ben oui. Non, c'est vrai. C'est une réalité. Eh oui. Alors que là, c'est vraiment comme si c'est vraiment très très difficile. Ah ben oui, mais oui. Parce que l'éthique pour moi est le respect de la diversité et de choix, même de choix qui vont déranger. Mais c'est quelque chose qui est toujours en devenir. Absolument. Alors là, c'est le meilleur des exemples. Hein. Et c'est toujours en devenir, et c'est toujours... malheureusement, ça va du plus grand respect à l'intégrisme dans ce domaine-là. Il y en a aussi. Ça me renvoie aux expérimentations plutôt cellulaires, ADN, etc. Est-ce que c'est vraiment les implants qui vont éradiquer ou créer un génocide, ou est-ce que c'est l'évolution de la science, de ce qu'on s'autorise ou pas à faire,
qui vont justement amener à ce que finalement plus personne ne sera sourd, qu'on pourra choisir la couleur des yeux de notre enfant, s'il va avoir une maladie ou non, puisqu'on on en est aussi sur des aspects scientifiques. Alors là, on est à l'échelle cellulaire, fétale, de dire bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sur le génome pour enlever certaines maladies, pour enlever la trisomie, pour enlever... Et est-ce que finalement c'est l'amélioration de la science, les progrès de la science au niveau des prothèses auditives dans ce cas-là, ou est-ce que c'est les progrès de la science dans un domaine complètement différent? Et là encore, quelle éthique on a? Où est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que c'est utile que tout le monde soit pareil, qu'il n'y ait plus de maladie, qu'il n'y ait plus de différence entre nous? Voilà. On dit couramment que tout ce qu'on sera un jour capable de faire, il y aura toujours quelqu'un qui le fera. Je reviens sur les expérimentations qui ont été faites par les nazis. Il est certain que c'était une chose horrible, dans la mesure où le scientifique, il est guidé par une objectivité, alors que là, il s'agissait d'idéologie. C'est un monde complètement différent. Donc, il me semble que l'expérimentation, au point de vue éthique, elle doit avoir ses limites à partir du moment où il n'y a pas une idéologie qui rentre en cours. Parce que là, ça devient très problématique et c'est la porte ouverte à n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Vous commentez pas? Mais ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec l'éthique et la morale. Parce que derrière la morale, suivant l'appartenance à laquelle l'être humain appartient, il a une idéologie derrière lui qui lui dicte une morale et qui lui amène à prendre des décisions qui pourraient à la limite ne pas être éthiques, au sens large du terme, et humanistes du terme. Moi, je voulais savoir si finalement le fait que les personnes vivantes qui se prêtent aux expérimentations humaines, ça n'est pas un petit peu dérangeant qu'elles soient rémunérées, justement au niveau éthique? Alors, le sont-elles toutes? Peut-être que des personnes demandent à ne pas l'être, on peut imaginer cela aussi. C'est vrai, ça me fait penser aux tests que l'on propose aux étudiants en psycho ou dans les laboratoires de psychologie. Effectivement, il y a une rémunération. Elle n'est pas très importante, mais c'est une compensation. Mais j'ai pas la réponse, hein. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce éthique ou pas? Effectivement, toutes les personnes volontaires ne le sont pas. Notre premier vivier de personnes qui participent, c'est les gens du labo. Et ces personnes-là n'ont pas le droit d'être rémunérées puisqu'elles appartiennent au laboratoire. Pardon. Moi, la question, c'est quelle éthique vous pensez enseigner aux élèves ingénieurs? Quelles sont les questions que vous voulez faire naître chez eux? L'obsolescence programmée, est-ce que c'est de l'éthique? Ils en parlent. Alors, quand on intervient, enfin, dans mon cadre à moi, hein, puisque quand on m'a confié ce cours sur l'éthique, cours entre guillemets, hein, il n'était pas question du tout de transmettre une connaissance. De la même façon que je me suis présentée, je ne suis pas une philosophe, je ne suis pas une éthicienne. Hein. Éthicienne dans le sens où c'est un métier. Par contre, ce que j'essaie de faire avec eux, c'est de les faire réfléchir sur l'éthique, à savoir comment avoir une pensée éthique, justement, comment tout simplement, comment être éthique, comment agir éthique. Et je suis très surprise par les jeunes d'aujourd'hui, justement, parce que finalement, ils ont de l'éthique, sans le savoir un peu, comme M. Jourdain faisait de la prose. Mais parfois, ils en ont plus, même souvent plus que les adultes.
Et pour le coup, ils sont beaucoup plus sévères aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ils sont beaucoup plus exigeants. Et c'est vrai que quand on parle de loyauté, par exemple, je leur dis, vous savez ce que c'est que la loyauté? Ça se dit encore dans votre vocabulaire? Oui, oui. Et ils m'expliquent ce que c'est que, ils me disent ce que c'est que la loyauté pour eux. Donc, c'est plutôt une table ronde que j'anime quand je fais ces discussions avec les étudiants. Je les ai pas beaucoup d'heures, mais suffisamment pour qu'à la fin, je puisse leur demander d'élaborer à leur tour une charte de l'éthique. Et là, je suis toujours émerveillée parce qu'ils ont beaucoup de créativité et ils savent traduire avec leur façon à eux. Ça peut être de l'humour, ça peut être tout. Ils me font une charte de l'éthique. Mais pour vous répondre plus précisément, dans cette charte de l'éthique, généralement qu'ils élaborent, il est question de leur métier, de leurs compétences, de leur savoir-faire, mais aussi de leur place dans la société. Parce que qu'on le veuille ou non, l'ingénieur dans l'imaginaire collectif, il est quand même porteur peut-être d'une certaine représentation et qu'il faut qu'ils aient conscience de ça. Voilà, que parce qu'ils sont ingénieurs, mais comme d'autres métiers, hein, on va être en attente d'un certain comportement. Et à eux aussi, je leur dis d'oser avoir de l'éthique et de la montrer. Voilà, c'est l'occasion pour moi de leur rappeler, sans être dans la morale, hein, parce que là, ça ne passerait pas du tout, mais rappeler les fameuses valeurs de l'éthique et de la morale, qui sont le respect, la loyauté, enfin, tout ce que j'ai dit, l'équité, la non-discrimination, toutes ces choses-là. Mais je suis surprise, parce que quand ils arrivent, la première fois, je fais un brainstorming, ils me disent, bon, non, l'éthique, on ne sait même pas ce que c'est que ce mot, on ne l'a jamais entendu. Mais vraiment pas, non, j'ai jamais entendu ce mot éthique. Bon. Eh bien, au bout de 4 heures, ils me rédigent une charte, et quand je les revois 2 mois après, ils m'ont encore rédigé autre chose, et qui est généralement très très bien fait. Voilà. Je crois ils sont porteurs d'espérance. On parle d'éthique maintenant, mais dans le futur, on va vers une direction du transhumanisme. Est-ce que justement, l'éthique, ça sera un petit peu pour soi-même? C'est-à-dire qu'on fait des expériences, on se pose des questions sur les autres, mais on va arriver sans doute dans un avenir où on aura envie de faire des expériences soi-même pour s'améliorer. En même temps, s'auto-connecter à plusieurs endroits, et puis vous écouter, être ailleurs, en même temps travailler, faire autre chose. Si on peut améliorer les choses, courir un petit peu plus vite, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait s'améliorer, et je pense que là, l'éthique, ce serait sur soi-même. Et surtout, je pense que c'est aussi une question culturelle. Je crois qu'il y a un Chinois sur 2. Les parents voudraient que leurs enfants leur mettent des puces pour améliorer, soi-disant, leur QI. Si vous écoutez, alors je parle pas d'Alexandre, de Laurent Alexandre et tout ça pour tout ce qui est transhumanisme, où effectivement, il en parle que certains pays, dont la Chine, en fait, évidemment, voudraient vraiment améliorer les choses, surtout pour les enfants, puisqu'on va dans un futur où les métiers vont énormément changer, l'intelligence artificielle va carrément surgir, et c'est quoi, ça va devenir quoi en fait le futur avec ce fameux éthique? Mais je pense que beaucoup de personnes vont vouloir s'auto-améliorer, et l'expérience humaine, ça sera plus sur les autres, mais ça sera sur soi-même, et devenir entre guillemets plus intelligent, plus fort, aller plus vite, vieillir plus longtemps ou être peut-être éternel un jour. Parce que justement, on ne va pas dans cette direction-là sans parler de la pure singularité. Votre question, c'est quoi? Est-ce que l'éthique va rentrer en ligne de compte dans cette course effrénée vers ce qu'on appelle l'homme augmenté? Oui? Alors, ça fait appel à votre éthique personnelle. Pour le coup, ça implique pas peut-être quelqu'un d'autre. C'est par rapport à vous-même. On peut pas vous reprocher, on peut reprocher à personne que de vouloir progresser. Ce qui est, me semble-t-il, dérangeant, c'est quand ça implique quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre, finalement, n'a pas le choix. Parce que, rappelez-vous la définition de Paul Ricoeur, avoir le souci de soi. Finalement, oui, mais d'autrui et de la société. Alors, si effectivement, devenir quelqu'un de plus performant, d'être augmenté, ça a des répercussions négatives sur les autres, oui, ça va amener des questions d'éthique.
Mais bon, dans le meilleur des cas, si ça vous fait progresser et que ça n'interfère pas sur les autres, pourquoi pas? On en vient aux propres limites qu'on se fixe, et effectivement à l'éthique personnelle, morale, peut-être aussi à la morale. Jacques disait, c'est le sport. Tout bêtement, c'est l'éthique du sport. Par rapport à la partie crash test expérimentation humaine, qui est faite dans un souci de préservation de l'homme, donc je dirais du principe de précaution, comment on peut lier ou opposer principe de précaution et principe éthique? Parce que c'est dangereux le principe de précaution. Enfin, il a des bons côtés, mais il a des côtés dangereux, le principe de précaution. Il peut annihiler toute action. Le danger et le risque, par exemple. Ben, peut-être tout simplement en se disant qu'il faut mettre des limites. C'est encore cette question des limites, peut-être, qui se repose. Ben, mettre des limites de façon à ce que on ne fasse pas encourir des risques d'aucune façon, quoi. Peut-être. Est-ce que pour borner le principe de précaution, vous parliez de éviter les risques? Moi, je dirais peut-être quantifier le risque. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a une expérimentation, et notamment sur le vivant, il y a forcément un risque inhérent. Mais le tout, c'est de le rendre acceptable. C'est un peu ça l'idée. Je pense que ces comités, c'est ça qui pèse. Ils ne pourront jamais dire qu'il n'y a pas de risque. C'est pas possible. Donc, et c'est ce qui rend difficile, comme vous le disiez, l'application du principe de précaution, c'est qu'en fait, c'est un curseur que la société choisit. Où est-ce qu'elle le positionne? Effectivement, sur les tests sur volontaires sains, déjà il y a un biais. La personne se déclare saine, mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Peut-être qu'à son insu, elle a une maladie et elle ne nous le dit pas. Après, sur le principe de précaution, sur tout ce qui est crash test, par exemple, on sait que donc on calcule ça en accélération et on sait qu'il ne faut pas dépasser une certaine limite d'accélération, sinon on peut avoir des risques. Et cette limite d'accélération, elle varie en fonction de l'âge. Pourquoi? Parce que les propriétés du corps varient aussi en fonction de l'âge. On sait qu'avec l'âge, on commence à avoir des os beaucoup plus fragiles, donc on acceptera une accélération beaucoup plus faible. Nos os vont casser plus tôt. Donc effectivement, il y a tout ce principe de précaution, mais avec des limites bien établies en fonction de l'âge, en fonction du genre, de qui fait les expérimentations. On peut avoir des expérimentations, par exemple, sur la kinérespi pour voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où un kinésithérapeute peut aller en comprimant la cage thoracique, que ce soit chez un adulte, chez une personne âgée. Et là, on fait appel à un professionnel et à ses connaissances. En fonction du professionnel, un jeune kiné, il ira peut-être moins loin qu'un kiné expérimenté parce qu'il sait où il peut aller. Et ça, c'est difficile à quantifier sur le papier. Ce sera à l'appréciation de la personne qui fait, mais toujours dans une limite, effectivement, de précaution. Et on n'a pas de table qui nous dit attention, là, si vous dépassez telle valeur, vous allez être retoqué par le comité d'éthique. C'est le bon sens qui nous fait dire aussi attention, là, il y a des risques. Question Gauti, puis on passe à la partie biblio-quiz après, non, après la question. Mais moi, le problème, c'est que j'en ai un peu trop de questions. Donc, je m'interrogeais sur comment faire l'autocensure du scientifique. À un moment donné, on a dit à certains qu'ils n'auraient jamais dû inventer la bombe. On a dit à d'autres, on aurait dû dire à Pasteur de ne pas inventer le vaccin parce qu'il mettait les ferments de la guerre bactériologique. Comment mettre la limite
aux scientifiques. Qui doit le faire et comment le faire? Pour être scientifique aussi, Gaoti, je pense que tu sais que notre première limite, elle est financière. En tout cas, en France, notre première limite, c'est d'aller chercher des sous pour pouvoir faire ce qu'on veut. Après, rien n'empêche à notre imagination de divaguer. Et là, effectivement, pour certains aspects, on a des garde-fous. Il y a le comité éthique, etc. Mais si on n'a pas envie de publier, finalement, rien ne nous oblige à passer par ce comité-là. Et là, les limites, c'est les limites personnelles, les limites éventuellement de nos collègues qui se rendent compte qu'on est en train de faire des choses dans leur dos. Je crois que vous avez répondu en partie, c'est les limites personnelles, effectivement, en fonction de sa propre éthique, j'imagine aussi. Puis je pense qu'il y a les utilisations. C'est clair que la bombe atomique, bah voilà, si on avait su que c'était pour ça, on ne l'aurait sûrement pas inventé. Par contre, le cas, là, on essaye maintenant d'avoir des idées de pourquoi on le fait. Il y a quand même moins de personnes qui font du fondamental pour faire du fondamental. Ou en tout cas, on sait ce qu'on pourrait en tirer. Et on sait que ça pourrait être extrêmement dangereux si ça tombe entre de mauvaises mains. Mais voilà, c'est après les propres limites qu'on se fixe. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce sujet. Quand quelque chose est possible, je l'ai dit tout à l'heure, quand quelque chose est possible, même si des tas de personnes avec leur éthique personnelle ne vont pas le faire, il y a toujours quelqu'un qui finira par le faire. Et c'est ça le problème un des problèmes de la science, c'est que tout ce qui est possible de faire finit par sortir un jour ou l'autre. Quoi qu'on fasse. Si on a l'argent. Si on a l'argent, c'est vrai. J'aurais aimé savoir si l'éthique était la même dans toutes les civilisations, dans la civilisation occidentale ou musulmane ou hindoue. Merci. C'est une des questions des étudiants, souvent. Effectivement, en fonction, voilà. Pourquoi on a de l'éthique, finalement, hein? Qu'est-ce qui fait qu'on a de l'éthique? Ça tient à beaucoup de choses, peut-être à l'éducation, le milieu où on est, les parents qu'on a. Quels sont les premiers qui nous apprennent l'éthique? Ce sont nos parents. Après, l'environnement va faire qu'on va développer une éthique personnelle ou pas, hein. Mais c'est vrai que, est-ce qu'elle est pareille dans tous les pays? On peut se dire quand même peut-être que non. Si par exemple on est amené à travailler en Chine, on prenait l'exemple de la Chine tout à l'heure, eh bien effectivement, si on est confronté à devoir faire travailler des enfants par exemple, c'est vrai que ça ne correspond pas vraiment à notre éthique. Ouais. Non, certainement pas pareil. Je pense qu'il y a des choses qui se ressemblent, ou en tout cas qui, effectivement, suivant les origines, sont les mêmes à peu près partout sur la planète. Mais est-ce que c'est de l'éthique ou de la morale? La question reste posée. Oui. Ça rejoint un peu ce que je pensais au début. Lorsqu'on a une morale bien impliquée en soi, est-ce qu'on est capable d'avoir une éthique? Oui, quand même. Hein. Espérez. Oui, si, quand même. Comme vient de le dire ma voisine, il y a peut-être bien un minimum syndical qu'on doit retrouver de partout, hein. Peut-être en termes des valeurs comme le respect. Oui, mais c'est vrai que c'est indéniable, hein, il doit y avoir des variantes. Moi, j'aurais une question de biomécanique. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un cadavre réagit de la même manière qu'un vivant? Parce qu'a priori, il y a quand même une différence majeure. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte par rapport au mannequin? Alors clairement, non. Les
cadavres ne réagissent pas de la même manière que les humains. Il n'y a plus de circulation sanguine, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de tonus musculaire. Il suffit de mettre un cadavre en position assise, il y a la gravité qui agit, tous les organes vont tomber vers le bas, les poumons ne sont pas gonflés, alors que nous, on respire, on a le diaphragme qui se soulève, on a des muscles qui nous permettent déjà de ne pas être avachis, mais d'être à peu près droit. Donc après, on a des petites astuces, on va dire, pour essayer d'avoir quelque chose un peu de représentatif. Après, par rapport aux mannequins physiques qui existent, je ne parle pas des mannequins numériques, je parle des mannequins physiques. Le mannequin physique, c'est le 50e percentile, le 75e percentile, l'homme, la femme, avec des capteurs bien précis sur la cage thoracique. Il n'y a rien au niveau de l'abdomen, comme si il n'y avait rien. Le milieu, là, le truc un peu tout mou, ça n'existe pas chez le mannequin physique. Alors que le cadavre a l'avantage d'avoir au moins les organes. Après, on a des choses qui sont moins réalistes, mais on arrive un petit peu à les compenser. Après, ça dépend ce qu'on veut obtenir. Si on veut juste des déplacements, voir ce qui bouge, ça nous suffit. Si par contre, effectivement, on veut savoir des valeurs plus précises sur les pressions, par exemple, au niveau des intestins, ça, on ne l'aura pas. Tout dépend de l'objectif final. Le cadre dans lequel moi j'ai travaillé, c'était vraiment d'avoir des informations pour rentrer dans les modèles numériques, pour après s'affranchir des essais justement sur cadavres. Donc on n'a pas mis le cadavre dans une voiture, on l'a mis comme ça, mais on l'a retourné pour que justement les organes remontent artificiellement. On a gonflé des poumons en mettant des ballons. On a mis des ballons pour que ça fasse pression et qu'on n'ait pas l'inverse, tous les organes qui se retrouvent au niveau de la cage thoracique. Après, il faut savoir que l'inconvénient aussi d'utiliser les cadavres, c'est qu'on est tous différents. On a beau ouvrir un livre de médecine, d'anatomie et dire ok, il y a ça, là. On a tous des organes qui bougent, qui peuvent se déplacer, ce qui n'est pas le cas sur les mannequins physiques. Et on est tous différents. On a des rats qui ont des formes différentes, on a des foies qui ont des formes différentes, qui sont placés plus ou moins bas dans la cage thoracique. Il y en a qui sont complètement protégés par la cage thoracique, donc au contraire qui descendent énormément, ce qui explique qu'il y a des gens qui, lors d'un accident de voiture ou même d'une opération chirurgicale, peuvent avoir des lésions de certains organes alors que d'autres n'en ont pas. Parce que même si on a tous les organes placés à peu près au même endroit, ils ne sont pas tous identiques. Il y a des tonus musculaires, il y a des choses qui font qu'on est tous différents quand on ouvre le corps. Après, pour répondre en partie, les enfants, donc on n'a pas le droit de faire des tests. On ne sait pas si on a le droit ou si on n'a pas le droit. La loi nous dit qu'on a le droit, mais en fait, on ne le fait pas. Il y a des dispositifs qui ont été développés justement pour avoir les pressions sur les mannequins physiques. Donc il y a des dispositifs qui existent maintenant et qui sont utilisés justement dans la législation pour tester les sièges auto des enfants. Donc ils sont obligés, les personnes qui testent leur siège auto sont obligées d'avoir des mannequins instrumentés au niveau abdominal pour avoir les pressions. Et l'idée c'est de le développer. C'est déjà en cours sur les humains, des adultes on va dire. Mais après, il faut développer ces capteurs-là pour chaque percentile, l'homme, la femme, les grands, les petits, les moyens. Je voulais simplement signaler l'éthique des vainqueurs. À la fin du procès de Tokyo, le responsable de l'aviation américaine qui avait bombardé le Japon a dit à des journalistes « Si on avait perdu la guerre, c'est nous qui serions accusés ». Pourtant, éthiquement, les Américains trouvaient que ce qu'ils avaient fait était très bien. Ça revient un peu à la remarque de Gaotti tout à l'heure, la première question, qui était pourquoi on n'utilise pas les données des nazis ? Comment on voit la chose finalement ? Est-ce qu'on s'interdit parce que c'est mal, ou est-ce qu'en hommage aux victimes, quelque part, on ne pourrait pas utiliser ces données-là ? Là, c'est pareil, on voit que le côté qui nous intéresse en disant c'était les méchants, et nous, ce qu'on a fait, on l'a fait pour le bien des populations. Oui, moi je voudrais poser la question, quelle est l'efficacité actuellement
de la simulation par rapport à l'utilisation d'humains? Alors ça dépend ce qu'on veut faire. Quand on parle d'expérimentation humaine, il y a plein d'aspects, hein. Il peut y avoir l'aspect ne serait-ce que ergonomique, confort. Savoir est-ce que la personne, si on la met dans telle position, ce sera confortable ou pas sur le long terme. Là, finalement, la modélisation n'est pas optimisée, en tout cas à l'heure actuelle. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. On a du mal à mettre les gens dans la position, enfin le mannequin numérique dans la position qu'on veut pour être le plus fidèle possible à ce qui se passe dans la réalité. Donc rien ne vaut tester sur quelqu'un en bonne santé, le mettre dans sa position et regarder avec des outils de traitement derrière. Pour ce qui est du crash, par exemple, on se doute bien qu'on ne peut pas tout faire sur des personnes vivantes. Après, les modèles s'améliorent d'année en année, j'ai envie de dire, en fonction justement des tests qui sont faits, que ce soit des tests sur corps complet, ou même on essaye de comprendre de manière isolée tel organe, comment il fonctionne. Une fois qu'on arrive à comprendre, à remettre en état l'organe sur la table, entre guillemets, en perfusant, en ayant des données un peu plus fiables, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est aussi possible pendant les opérations. Il y a de plus en plus de choses qui se passent dans les écoles de chirurgie, soit sur l'animal, soit même pendant des opérations qu'on pourrait avoir, où les gens, les scientifiques, viennent faire leurs mesures pendant qu'on est opéré pour avoir des informations à rentrer dans les modèles. Donc après, plus on veut de détails, plus la modélisation est longue et voilà, faut quand même faire un compromis. Juste pour rester dans le même sujet, est-ce qu'on fait des études post-accident réel? C'est-à-dire, parce que quand même on doit avoir une statistique assez sérieuse dans ce cas-là, et en faisant systématiquement, quand il y a des victimes, des autopsies ou des choses comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des informations sur justement les conséquences des accidents? Alors ça s'est fait, je ne sais pas si ça se fait encore, mais effectivement dans le cadre de projets européens, donc là c'est vraiment à l'échelle, plus grande échelle que juste la France, il y a des accidents avérés avec des blessés, éventuellement des autopsies si les personnes sont décédées, ou même les résultats de scanners, d'IRM que les gens ont passés avec les lésions, les suivis, et ensuite des labos qui ont reconstruit ces accidents-là. Même vitesse, donc ils avaient les constats d'assurance, même vitesse, même voiture impliquée, donc ils se sont mis d'accord avec différents constructeurs auto, voire même des fabricants de vélos, des fabricants de camions, pour reconstruire véritablement des accidents de voiture et voir qu'est-ce qui se passe avec des cadavres ou avec des mannequins, quel type de lésions on obtient et essayer d'avoir le comparatif. Plus de questions? N'hésitez pas à me dire après, je voulais poser une question, vous avez terminé. Hein? Ok, c'est l'heure. Alors on va remercier nos deux intervenantes qui étaient passionnantes. Merci à vous.